Avis spectateurs, je suis Simon Belmont et aujourd'hui on va parler de 28 ans plus tard, la première et la seconde partie. Alors avant que la vidéo commence, vous inquiétez pas pour la vidéo précédente avec les bruits de moi qui cogne dans le micro, dès que j'ai récupéré un pied, on n'en parle plus. Alors, troisième volet de la saga 28 quelque chose plus tard, avec le premier volet qui était 28 jours plus tard réalisé par Danny Boyle, et 28 semaines plus tard qui était réalisé par Juan Carlos Fresnadillo, et on a vu justement en fait en gros comment l'infection est arrivée, comment l'infection fonctionnait, et tout le bazar qui va avec. Alors bien évidemment, vu que c'est techniquement le troisième volet dans une saga, ce serait complètement con en fait de commencer par celui-ci sans avoir vu les autres, donc je vous recommande énormément au moins de regarder 28 jours plus tard, parce que, premier degré, vous pouvez y aller les yeux fermés. Plus qu'un film catastrophe d'infection, de zombies, de ce genre de choses, 28 jours plus tard est principalement un très bon film justement sur l'amour filial, la recherche du père, la violence inhérente et intrinsèque à l'être humain, et c'est surtout un super bon film. Il a pris un petit coup de vieux au niveau de l'image qui de base en fait justement était voulu, mais je vous le recommande quand même parce qu'avec un très bon lissage HD, encore une fois, le film reste parfaitement regardable. Donc 28 ans plus tard, la première partie se passe, techniquement parlant, 28 ans plus tard, no shit Sherlock, et en fait en gros, l'Angleterre est totalement hermétique au reste du monde puisque en fait en gros, l'infection est tellement puissante et tellement volatile que personne en fait en gros n'a encore réussi à trouver un vaccin, et donc pour limiter la casse, on a totalement isolé l'Angleterre. Le film en fait va prendre place dans une petite communauté qui vit en fait en gros, entre grosses guillemets, à l'ère, je qualifierais pas ça vraiment médiéval, mais limite en fait en gros, pré-révolution industrielle. Ils ont en fait en gros réussi à se couper eux-mêmes aussi de l'infection, grâce en fait en gros à une petite île en fait qui a entre grosses guillemets un accès au continent qui est qui peut facilement en fait en gros être coupé en fait du monde, parce qu'en fait le seul point d'accès est une espèce d'énorme dune de sable qui par extension en fait en gros disparaît quand la marée monte. Alors je sais pas du tout en fait si les infectés savent ou ne savent pas nager ou ce genre de choses, mais dans l'absolu ça les protège vraiment bien en fait justement des infectés en fait en gros qui vivent sur le continent. Donc on va justement grâce à ça suivre en fait en gros Spike, qui est joué par Alfie Williams, et son père Jamie qui est joué par Aaron Taylor Johnson, pardon, et qui, en fait, en gros, vont sortir pour leur première chasse. C'est la première chasse du petit, il a 12-13 ans grand maximum, et ils vont donc sortir justement pour aller chasser de l'infecté. Dans l'absolu, en fait, en gros, le film va se servir justement de cette partie-là pour pouvoir expliquer, en fait, en gros, bonjour, il y a 28 ans, voilà comment les infectés fonctionnaient. Maintenant, voilà comment il fonctionne 28 ans plus tard. Donc on va pouvoir par exemple présenter de nouveaux infectés, principalement en fait en gros les plus terrifiants, les alphas. Donc qu'est-ce que sont les alphas? Dans le principe en fait en gros, certains infectés en fait en gros dans le principe ont développé entre grosses guillemets une mutation en fait justement du virus. Donc là où en fait en gros les infectés de base en fait ont tendance à essayer d'agresser et de mordre parce qu'ils ont en fait en gros le virus est un dérivé de la rage, donc techniquement parlant ils sont extrêmement agressifs, et ils passent leur temps en fait à essayer de mordre ou de cracher du sang en fait en gros parce que l'infection se fait justement par contact sanguin ou salivaire extrêmement violemment, et à ce truc en fait en gros de dès que t'es touché par du sang c'est bon, t'es mort, t'es contaminé, et ça te prend entre 10 et 20 secondes pour te changer justement en monstre qui va lui aussi essayer de répandre l'infection. C'est un virus qui essaye justement en fait de contaminer le plus de gens possible comme tous les virus en fait quelque part. Et donc là pour le coup en fait en gros ces alphas il y a une mutation en fait au niveau du virus qui fait qu'en fait certaines personnes peuvent justement, en fait, entre grosses guillemets, développer des avantages à l'idée d'avoir le virus. Traduction, ils deviennent plus grands, ils deviennent plus forts, ils deviennent encore plus méchants, et donc, par extension, les autres petits infectés suivent justement ces alphas parce qu'ils ont de meilleures chances de survie. Faut imaginer, en fait, justement, que 28 ans plus tard, les infectés, en fait, en gros, sont revenus eux aussi à un mode de vie, on va dire, beaucoup plus traditionnel. C'est-à-dire que si les humains, eux, en fait, en gros, sont revenus, en Angleterre en tout cas, sont revenus à une époque pré-industrielle, eux, par exemple, les infectés, ils sont revenus à, justement, le début de la sédentarisation de nos ancêtres, en fait, hommes des cavernes, entre grosses guillemets. Ils vivent entre clans, ils chassent à l'arrache, mais ils restent entre eux, en fait. Là où, justement, les humains font plus ou moins la même chose, mais font ça de manière plus évoluée, avec, par exemple, des chasseurs, des cueilleurs,
cœur, ce genre de petites choses. Ce serait l'opposition en fait entre grosses guillemets entre le Moyen-Âge féodal et justement le principe de chasseur-cueilleur qu'on avait justement chez les hommes des cavernes. Et donc, le problème en fait est que Spike, sa maman, Isla, jouée par Jodie Comer, est malheureusement malade. Alors, au départ, personnellement, je pensais qu'elle avait la maladie d'Alzheimer ou un truc comme ça, mais en tout cas, ce qu'elle a, y ressemble beaucoup. Elle a des absences, elle a des crises de folie, bref, elle va pas bien du tout. Et en fait, de retour justement de cette chasse, Spike entend parler justement d'un potentiel médecin. Dans un monde post-apocalyptique, c'est littéralement une denrée qui est ultra rare, et en fait se met en tête de prendre sa mère sous le bras, et de foncer en fait justement voir ce médecin pour essayer de soigner sa mère. Donc ça c'était pour le pitch de base, maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le développement, dans l'analyse, et dans le bout qui va devant. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de 28 ans plus tard ? Principalement dans le défaut, le film se finit sur un cliffhanger vachement putassier qui m'a vraiment saoulé, parce que on a en fait en gros un très beau film qui est à la fois tout en tension et en même temps qui est très posé, très philosophique, et qui se termine justement sur ce petit goût de tu viens de finir ta tablette de chocolat, le chocolat était délicieux mais tu reprendrais bien un carré. Heureusement pour moi, quelque part, j'ai eu la chance, entre très grosses guillemets, de pouvoir voir la partie 1 et la partie 2, en fait, en gros, quasiment coup sur coup, avec un petit mois d'intervalle. Mais ça m'a permis, justement, en fait, en gros, de ne pas sentir vraiment cette attente, ce manque. J'avais vraiment réussi à vraiment être à fond dedans, et en fait, j'avais l'impression que le film s'arrête au moment où le film démarre. Et ça m'a vraiment donné un goût dégueulasse dans la bouche. Ensuite, pour ce qui est des très bonnes choses, la thématique principale de 28 jours plus tard, j'insiste bien là-dessus, comme je le disais, c'était justement le rapport au père, l'amour filial et les différentes facettes de père. Parce que le personnage principal qui est joué par Cillian Murphy, justement, en fait, en gros, essaye désespérément, en fait, de se raccrocher à quelque chose dans un monde, en fait, en gros, dans lequel il vient de se réveiller. Le gars se réveille, c'est la fin du monde. Bref, t'es dedans, jusqu'au cou, et bon courage. Donc, comme tout gamin, il va essayer de se raccrocher à quelque chose, et en fait, il va passer par différentes facettes de père. Il y aura, comment ça s'appelle, justement, le père absent, c'est-à-dire le père qui l'a abandonné, donc quand il va retrouver, malheureusement, la dépouille de ses parents. Il y aura ensuite, justement, ce père très bienveillant, avec le père de famille qui va les récupérer lui et l'héroïne, et ensuite il y aura le père toxique et décevant avec le personnage de Christopher Eccleston qui est une pure ordure. Là pour le coup, le film en fait en gros pour le coup va essayer de t'induire en erreur en te disant en fait tout simplement que 28 ans plus tard est la continuité de cette thématique. Sauf qu'en fait pas du tout, et c'est là où j'ai trouvé le film vraiment surprenant. On a en fait justement à nouveau ce côté père décevant avec le personnage de Jamie qui est joué par Aaron Taylor Johnson, ouais. Et en fait en gros dans le principe le personnage pourrait justement représenter le père ado, c'est-à-dire le gars en fait en gros qui donne cette impression en fait en gros d'être le joke d'une équipe de football qui est ultra populaire, que tout le monde respecte et tout blablabla, mais à la première occasion en fait en gros est décevant et réagit comme un enfant, comme par exemple en fait en gros quand son fils le confronte face à ses erreurs de mari entre grosses guillemets en fait en gros qu'il a commises. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à cogner dans un mur. La réaction en fait toxique. Mais au départ si je pensais ça en fait non pas du tout. Le truc en fait c'est que le film va plutôt en fait justement chercher une thématique en fait que je vois très mal exploitée justement au cinéma, mais qui pour le coup en fait là pour le coup l'exploite vraiment très bien. C'est les différentes facettes de ce qu'on qualifie de mâle alpha. Alors d'habitude c'est un truc qui moi me fait péter un plomb, il me fait m'arracher les cheveux parce que dans le principe en fait en gros je n'ai trouvé aucune œuvre pour le moment en tout cas ou aucun véritable en fait en gros débat justement sur la question qui soit vraiment intéressant et pertinent, où les gens me regardent en me disant voilà ce qu'est ne serait-ce qu'être un homme. Alors être un mâle alpha, qui je le rappelle entre grosses guillemets est une théorie qui est basée sur du sable. Le truc n'a aucun fondement véritablement scientifique. C'est une théorie qu'un auteur en fait justement a lui-même reconnu s'être planté en fait justement quand il l'a écrite, et il parlait en fait justement en fait des loups dans la nature et tout le bordel, et en fait c'est lui-même aperçu que le principe de mâle alpha c'était une énorme connerie et qu'en gros il s'était complètement planté, mais disons que beaucoup de gens sur internet principalement se servent justement de ce narratif en fait en gros pour pouvoir vendre des formations. On va pas trop s'étendre sur ce sujet-là parce que sinon je vais commencer à être vulgaire, et j'ai essayé de l'être le moins possible depuis le début de cette vidéo, donc on va se calmer un petit peu. Mais donc dans l'absolu,
là pour le coup le film a réussi à mon sens à justement en fait en gros commencer cette approche de on va vous parler encore de papa, mais en fait pas du tout. On va surtout en fait te parler de l'homme avec un grand H, comment ça s'appelle, de cette vision en fait de l'homme, du mâle alpha et tout le bordel qui va avec. Jamie justement représente ce côté de mâle alpha. Il est populaire, il est fort, il est comment ça s'appelle, un pilier de sa communauté. Bref, il est tout ce qu'on pourrait attendre du mâle alpha, mais en fait dès que tu commences à gratter un petit peu la surface, tu vois en fait que le personnage est bourré de fissures, il est bourré de défauts, il est bourré de failles, et qu'en gros tout ce délire en fait justement de mal alpha qu'il y a autour de lui, toute cette aura en fait en gros que le film s'est emmerdé à construire en fait depuis le début, n'est qu'une immense façade. Il est plus lâche qu'autre chose, il fuit en permanence, que ce soit physiquement parlant quand il doit fuir justement les infectés, ou quand il justement fuit ses problèmes et ses responsabilités comme il le fait avec son propre fils. Quand justement son fils qui a 12-13 ans, je le rappelle, et lui à la quarantaine, lui le met face à ses propres contradictions, et surtout plus important face à ses manquements, que ce soit en tant que père ou en tant que mari, en fait en gros, son premier réflexe, au lieu en fait justement de regarder son fils et de lui dire écoute, quand t'es adulte, c'est pas si facile que ça. Écoute, quand t'es dans ma situation, quand t'es dans ce genre de choses, c'est pas simple en fait en gros, et tu peux comprendre en fait justement que oui, je suis pas parfait, oui, je me plante, et oui, plus important en fait en gros, c'est plus difficile que ça en a l'air justement de gérer un gamin, et en plus de ça, de gérer une femme qui est malade. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui met une golden de daron, mais de con. C'est genre le premier réflexe, c'est pas genre essayer de dialoguer avec son fils. Premier réflexe, ton fils justement te parle mal, bing, allez hop, golden de forain dans ta chambre sans manger et on n'en parle plus. Je suis pas par exemple pour la méthode Montessori ou ce genre de choses ou quoi que ce soit. Je considère justement que la discipline est une très bonne chose chez les enfants, mais utilisée avec rigueur et surtout avec réflexion. Tu mets pas une torgnole dans la gueule de ton gosse parce qu'il a le malheur justement en fait de respirer en ta présence, ça n'a aucun sens. On n'est plus dans les années 50 où littéralement le meilleur moyen que les hommes avaient trouvé pour éduquer leurs gamins, c'était justement le ceinturon. Non, je parle d'un minimum de pédagogie. Je pense que sincèrement, vu à quel point ton fils est malin, si tu t'étais posé 2 minutes avec lui et si tu lui avais expliqué justement ta situation, c'est-à-dire justement en fait le fait que le mec a des besoins et plus important encore que c'est compliqué d'être le conjoint justement dans un couple malade, je pense que ton fils t'aurait détesté mais aurait pu te comprendre quand il aurait eu le recul nécessaire. Parce que le problème aussi c'est que en tant que parent, on a beaucoup de mal justement à penser au long terme. On pense souvent beaucoup plus au court terme en fait qu'au long terme, ce qui rend beaucoup justement de discussions extrêmement compliquées et extrêmement bordéliques, on va pas se mentir. Mais dans l'absolu, j'ai adoré cette réaction quoi. C'est au lieu de réagir comme un adulte, le mec réagit comme un adolescent. Première réponse justement quand on lui dit qu'il a tort, c'est une torgnole dans la gueule. Et résultat des courses, quand Spike en fait décide justement de partir avec sa maman et tout le bordel qui va avec, ils vont en fait en gros se faire récupérer par justement un soldat norvégien. Qu'est-ce qu'il fout là, ce con, alors que le monde, enfin littéralement l'Angleterre est en quarantaine? C'est une expédition norvégienne justement militaire qui était censée garder justement les frontières maritimes. Et le truc en fait c'est que malheureusement ils ont eu une merde avec leur bateau, et en fait lui et son escouade se sont retrouvés justement sur sur le continent. C'est-à-dire littéralement l'enfer sur Terre. Résultat des courses, ils se sont fait prendre en chasse juste par une meute. La meute les a démontés, mais genre bien comme il faut. Et ce soldat norvégien, Eric donc, qui est joué par Edwin Riding, qui en fait en gros va les récupérer, leur filer un coup de main et tout le bordel dans une introduction digne d'un film d'action. Et le truc en fait c'est que après les personnages vont faire un petit bout de chemin ensemble. Et le truc c'est qu'à un moment en fait en gros ils vont leur expliquer, Spike va lui expliquer en fait justement le principe des alphas, c'est-à-dire littéralement l'état de muscle en fait ultra dopé à la haine viscérale et profonde de tout ce qu'il respire. Et il va en fait en gros avoir un discours qui est assez drôle quand il dit en fait littéralement que lui-même est descendant des Vikings, et donc que si jamais en fait en gros il se faisait contaminer lui aussi, il se transformerait en alpha. Et c'est littéralement, on poursuit en fait justement cette thématique du pseudo mal alpha en fait en gros, de l'homme en fait en gros et de ce qu'il est censé incarner, avec justement ce mec qui est pas vraiment plus grand qu'un gamin de 12-13 ans et qui sous prétexte en fait en gros qu'il est descendant de quelque chose,
devrait justement avoir un passe-droit et devrait, comment je peux dire ça, devenir en fait entre grosses guillemets le summum de l'évolution ou de la chaîne alimentaire, parce que justement il l'a décidé. Et en fait, cette idée m'a fait penser à ce mème où en fait, en gros, tu vois un mec sur une bagnole avec une arme dans une main, un flair dans l'autre, et entouré de zombies, et expectation, voilà ce que je veux. Reality, t'as un que mec qui a survécu, et toi, en fait, t'es dans le tas de zombies. Parce que t'es mort, en fait. J'adore, mon Dieu, cette idée-là. Oui, ça continue justement cette thématique de se dire que un mec a tellement d'ego qu'il est persuadé en fait que s'il devait être contaminé, il reviendrait dans la forme la plus puissante et la plus évoluée en fait en gros de comment s'appelle de ce que la nature entre gros guillemets peut produire. Ça me fait littéralement penser en fait justement à ces isekai japonais en fait en gros, donc les mangas où les personnages se réincarnent dans des mondes fantaisistes et où en fait en gros au lieu de penser que tu vas, si jamais tu te réincarnes dans un monde de fantasy, tu vas en fait justement te réincarner en super dieu ultra balèze, parce que c'est littéralement dans le principe de la chose. Tous les personnages de isekai que j'ai eu l'occasion de lire ou de regarder se sont toujours retrouvés être des demi-dieux en puissance qui littéralement pouvaient faire des 1v1 avec les mecs les plus puissants de cet univers et en sortir non seulement vainqueurs mais les écraser tellement ils sont surpuissants. En vrai de vrai, je pense que si jamais ça devait arriver à quelqu'un, non, il se retransformerait en Pégu de base en fait. Parce que voilà quoi, tu vois, dans notre monde à nous par exemple, la magie n'existe pas, donc si tu te réincarnes dans un isekai, à la rigueur, ce que tu peux faire, c'est devenir riche en réinventant Starbucks ou Amazon. Voilà, j'ai pas d'autre idée, mais dans le principe, non, tu ne seras pas un Super Saiyan God, Super Saiyan. Faut pas rêver, quoi, ça me fait mourir de rire. Juste après, en fait, justement, les personnages vont tomber sur quelque chose. Je vais éviter de trop spoil, mais dans le principe, ils vont tomber sur un truc qui est monstrueux pour l'univers, qui est exceptionnel et qui est incroyable. Et en fait, c'est tout con, mais dans le principe, ce quelque chose fait que on va tomber, enfin que notre petit groupe va tomber sur l'alpha qui, justement, en fait, en gros, protège cette région, c'est son territoire. 15 à 16 secondes. Eric, il a tenu 15 à 16 secondes avant littéralement que le mec nous fasse une Predator. Il l'a attrapé par la tête, il lui a décroché la tête avec la colonne vertébrale. Nos débats. Ça replace Eric dans la chaîne alimentaire. Voilà ce qui se passe quand un pseudo-alpha rencontre un vrai alpha. C'est un truc que, justement, un de mes professeurs de judo avait l'occasion de me dire, c'était ne partez jamais du principe, en fait, dans la vie, que vous êtes l'homme le plus fort du monde. Pourquoi ? Parce que, au petit jeu de la violence, vous tomberez toujours sur plus méchant que vous. Et sur plus fort que vous. Et il avait fondamentalement raison. Et c'est con, mais Eric n'était pas humble. Et il a pris une humble pie. Il a pris une gifle d'humilité en plein dans la gueule, littéralement, quand il a rencontré justement cet alpha, qui, dans le principe, en fait, en gros, lui reste le sommet de la chaîne alimentaire, et a cette puissance naturelle et brute qui fait qu'il est instoppable, inarrêtable, et d'une violence, en fait, en gros, qui défie absolument tout. Il est d'une brutalité, en fait, en gros, qui écrase tout sur son passage. C'est une locomotive, le truc. Après ça, ils vont rencontrer, justement, en fait, en gros, le Dr. Kelson, qui est joué par Ralph Fiennes. Et Ralph Fiennes joue un personnage que je trouve fascinant. Dans le délire, en fait, en gros, le personnage de Ralph Fiennes est un médecin, en fait, en gros, qui essaye tant bien que mal d'étudier justement l'infection. Spoiler, bien évidemment, on le présente comme un fou. Est-ce qu'il est fou ? Est-ce qu'il ne l'est pas ? Ça, c'est une question, en fait, justement, que j'aurais aimé que le film explore un minimum, parce que malheureusement, en fait, le film ne va pas le faire. C'est-à-dire que ça fait des années que le gars, 28 ans, que le type est seul. Je veux pas être emmerdant, mais quand tu vois justement certaines personnes qui sont en isolement depuis déjà plusieurs semaines, et l'impact que ça a sur leur mental, je pense sincèrement que ça aurait été très intéressant justement de développer ce principe. Et en fait, ils essayent d'amener légèrement le délire, comme quoi en fait justement le personnage aurait réussi à combattre en fait justement cette solitude en créant le Bone Temple, donc le temple des morts. Donc en gros c'est un espèce d'énorme mausolée de fils de pute avec des os en fait en gros faits à partir de cadavres que le mec a récupérés.
Et on te parle pas là de ouais, le mec en fait en gros il a posé 2 tibias et une tête, fait un crâne sur le machin ou quoi ça. Non mais le truc est monstrueux et le Bone Temple est absolument magnifique en fait en gros. En termes de DA, c'est rare justement de voir un truc comme ça. Et donc en gros, il explique un petit peu comment il a réussi à justement soigner cette dépression avec ce délire en fait de personne ne prendra soin des morts mais moi je vais le faire. Et je trouve cette idée absolument magnifique en fait. Il y a une vraie question dans ce principe-là en fait en gros d'honorer justement en fait le fait que on a quand même 90% je crois de la population anglaise qui est en fait en gros a été infectée par un virus et une bonne partie des survivants ne les traitent plus comme des êtres humains par nécessité de survie. Et lui en fait en gros a justement ce geste le plus humain et le plus civilisé en fait du monde qui est d'honorer justement leur vie. Traduction, d'honorer leur mort. Et donc il va leur construire des tombes de manière à leur rendre hommage. Je trouve l'idée absolument splendide. C'est très beau, c'est très poétique, et surtout plus important, en fait, en gros, c'est un move que tu n'as pas l'habitude de voir, justement, dans un film de mort-vivant, même si j'aime pas ce terme-là avec, justement, la saga des 28, parce que, dans le principe, en fait, en gros, on n'a pas affaire, justement, à des morts-vivants. On a affaire à des gens qui sont bel et bien, en fait, infectés par un virus. C'est-à-dire que dans le premier film, on t'explique, justement, en fait, que ce virus, c'est un dérivé de la rage. Il fait enfler le cerveau, ce qui fait que, résultat des courses, les gens sont dans une douleur et une haine qui est perpétuelle et abominable, ce qui fait que dès qu'ils tombent sur un truc, dès qu'ils voient un truc, faut qu'ils tabassent. Faut qu'ils cherchent en fait d'une à se reproduire, donc ils te crachent du sang à la gueule en fait pour t'infecter, ou leurs yeux, leurs oreilles, leur nez saignent en permanence, ce genre de choses, ce qui fait que ils peuvent contaminer d'autres personnes. Et de l'autre côté, en fait, il y a ce besoin en fait de violence qui est justement en fait en gros un énième parallèle, un très beau parallèle justement avec la nature profonde de l'être humain et son animalité, son côté sauvage. Donc le Dr Kelson en fait en gros va justement s'occuper des morts. Alors là on va rentrer en partie spoiler parce qu'il faut que je parle d'un truc et après je m'arrête là pour la partie spoiler je pense. C'est que dans le train, le vieux train wagon de métro qu'ils ont retrouvé en fait justement avec les personnages principaux que Spike a trouvé avec sa mère, ils sont tombés sur une infectée en fait en gros qui justement était enceinte. Quand même un gros truc de dingue parce qu'en fait en gros à aucun moment les infectés ne montrent entre grosses guillemets de désir sexuel. Mais avec l'arrivée de l'alpha ça change quelque part parce que comme je l'ai expliqué, on arrive justement à ce principe de les infectés en fait retombent non plus à de l'animanité mais commencent justement à avoir une hiérarchie. Et qui dit hiérarchie dit début en fait micro-début branle-couille de civilisation. Et donc, résultat des courses, pourquoi est-ce que cet alpha-là s'attaque à nos héros à ce moment-là? Parce que, justement, en fait, c'est probablement sa compagne. Et donc, par extension, en fait, en gros, c'est son bébé, en fait, en gros, qui sont en train de kidnapper. Parce que, bien évidemment, oui, les personnages vont récupérer le poupon. Je peux pas vraiment leur en vouloir. Je pense que si il laisse le bébé là, le bébé va y rester. Soit il va être bouffé, soit, il va mourir de faim, le pauvre. Non, c'est pas du tout une bonne idée de le laisser là. Non, oui. Enfin, là, prendre avec vous, c'est lui sauver la vie. Donc oui, dans le principe, c'est pas vraiment un kidnapping, je suis désolé. Et donc, dans le principe, en fait, en gros, ils amènent le poupon au Dr Kelson, et le Dr Kelson, en fait, en gros, va justifier ça par le principe de la magie du placenta. Moi, j'aurais pensé justement, en fait, en gros, que le fait que 2 infectés et un enfant ensemble permet justement, en fait, en gros, naturellement de créer des anticorps à l'infection. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un petit peu, 80% en fait, justement, des maladies et des virus qui ont tué, en fait, justement, énormément de nos ancêtres et qui fait que par descendance quelqu'un qui est immunisé va avoir des enfants qui seront immunisés et donc par extension le cycle se répercute ad vitam aeternam, ce qui fait que là maintenant à l'heure actuelle on a en nous par exemple, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que s'il y a certaines personnes qui s'y connaissent un peu mieux que moi pourront me le dire en commentaire, mais on a certaines souches dormantes justement de certains virus et de certaines maladies dans notre corps, mais notre système immunitaire de par nos ancêtres en fait justement, de par les anticorps qui ont été transmis de l'enfant à la mère et sur beaucoup de générations, on a justement en fait naturellement les anticorps pour combattre justement ces virus ou au moins les garder latents. Ce qui fait que quelque part, c'est pas, pour moi, ça n'est pas dérangeant. Au contraire, je me suis dit justement, en fait, en gros, qu'il y avait moyen de créer un véritable remède à l'infection et que, par exemple, si à la fin du film, Spike donne justement ce bébé à son ancienne communauté qu'il a fui justement avec son père qui est toujours là-bas, je me suis dit justement que si cette communauté arrivait à appeler le continent en disant on a potentiellement un remède, on aurait besoin que vous nous envoyiez de l'aide ou au moins des scientifiques pour justement faire un truc.
il y aurait possiblement justement de faire un 28 ans plus tard qui nous parlerait de la reconquête de ce monde ou la création de ce vaccin et de qu'est-ce que ça pourrait occasionner justement pour le monde d'après. Parce qu'on voit beaucoup justement dans le principe en fait en gros de films post-apocalyptiques, justement post-apocalyptique, donc passer une apocalypse, de comment des survivants survivent. On n'a jamais vraiment ce principe en fait en gros de reconstruction justement de société. On avait ça avec The Walking Dead et malheureusement dans The Walking Dead, la série en tout cas, c'est justement le moment du passage ultra creux en fait de la série qui fait que la série en elle-même devient de plus en plus longuée et inintéressante. Là où dans le comics, justement, il y a un énorme build-up et il y a un énorme travail en fait justement dans la BD qui a été faite justement pour en fait confronter la civilisation de Rick qui s'est évertuée pendant 20 tomes à remettre en place le monde d'avant, mais sans les mauvais côtés du monde d'avant qui doit se confronter par exemple avec l'arc, je pense par exemple à l'arc du Commonwealth où en fait la vision justement de la civilisation de Rick affronte la vision passé en fait entre grosses guillemets de la présidente du Commonwealth, et ce qui fait qu'en gros en fait on a d'un côté quelqu'un qui essaye de faire revivre le passé avec tous ses mauvais côtés et de l'autre côté en fait justement Rick qui incarne la civilisation mais dans tous ses bons côtés, et ces deux mondes en fait vont s'entrechoquer pour s'affronter, et en fait c'est plus un combat philosophique et idéologique qu'un véritable combat de moi avoir le plus gros flingue, moi t'imposer ma vision des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aurais aimé dans le principe potentiellement voir ça en fait en gros. Malheureusement, vu qu'on va parler du deuxième film, j'expliquerai un petit peu pourquoi malheureusement ce sera pas forcément possible. Bref, le docteur va récupérer le bébé, blablabla, et en fait malheureusement, la maman en fait en gros de Spike, c'est un moment qui est absolument splendide, toute la scène est magnifique en fait en gros, que ce soit en termes de réalisation ou en termes d'écriture. Malheureusement, Spike découvre que sa maman en fait n'est pas atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autre chose. Sa maman est malheureusement atteinte d'un cancer. Et le truc en fait c'est que Spike a même pas à peine rentré dans l'adolescence, va devoir voir l'image qu'il avait de son père être détruite, et en plus de ça, devoir justement perdre sa mère. Malgré le fait que cette scène soit absolument splendide et magnifique, malgré le docteur qui essaye tant bien que mal en fait de lui expliquer le principe de Memento Mori, rappelle-toi que tu vas mourir, donc traduction, essaie de vivre chaque seconde comme si c'était la dernière, essaie de vivre sans regret, essaye de vivre tout simplement. Et de l'autre côté, il va lui expliquer le principe de Memento Amori, qui veut littéralement dire rappelle-toi d'aimer. Et en fait, en gros, il essaye justement de l'aider le plus possible à faire son deuil et tout le bordel. Et j'étais extrêmement touché par cette scène que j'ai trouvée splendide et magnifique. Parce que malheureusement, en fait, en gros, il y aura pas de happy ending, il y aura pas de machin. En fait, en gros, c'est au même titre que le personnage principal, qui est Spike. Nous devons, en fait, en gros, nous aussi, affronter justement cette réalité que on ne peut pas forcément sauver tout le monde, et principalement en fait en gros on ne peut pas forcément tout le temps sauver ceux qu'on aime, et j'ai trouvé cette scène absolument incroyable. Bref, on sort de la zone spoiler. Le film se termine justement sur un cliffhanger putassier où notre ami Spike va rencontrer Jimmy. That motherfucker. Alors je vais définir qui est Jimmy dans le film d'après. Pas de souci ou quoi que ce soit, mais Jimmy, l'intro du film en fait en gros nous montre un gamin en fait en gros dont la maison va être assaillie par en fait des infectés, donc c'est-à-dire littéralement le day one en fait de l'infection. Et en plus de ça en fait en gros il y a tout un parallèle avec le fait que son père soit un pasteur, tout ça, le pasteur se fait dévorer justement dans l'église, la scène est abominable et tout, blablabla. Même si on va pas se mentir, elle est très loin en fait justement de la scène d'intro de 28 semaines plus tard qui elle est incroyable. Réalisé aussi pour le coup par Danny Boyle, parce que c'est pas le même réalisateur pour le film, mais Danny Boyle en fait en gros a proposé justement au réalisateur de 28 semaines plus tard de réaliser justement, d'être réalisateur seconde équipe, et donc il a réalisé l'intro et tu sens, oui que c'est Danny Boyle, la scène elle est incroyable. Et dans le principe en fait en gros ça va raccorder justement cette idée de on essaye justement de vous tromper. Parce que le film essaye justement, comme je l'expliquais avec le principe de Mal Alpha, de tromper justement son spectateur. On te montre en fait justement un personnage qui est censé être le héros, spoiler, en fait c'est son fils qui va être le héros. On te montre des images en fait d'hommes forts et virils et invincibles et tout le bordel, spoiler, c'est tous des brels. Et plus important encore, tu es persuadé en fait dans le principe, vu que le personnage de Aaron Taylor Johnson s'appelle Jamie, que bah dans le principe, c'est lui le personnage que tu as vu dans l'intro, puisque le personnage s'appelle Jimmy. Donc un dérivé de James
ou de Jamie. Et donc, pendant tout le film, moi, j'étais persuadé, en fait, justement, que, 28 ans plus tard, ce gamin est devenu père, lui aussi à son tour, et c'est ce qui m'a conforté dans l'idée, en fait, de penser, justement, que le film allait parler à nouveau de paternité, blablabla, blablabla. Spoiler, pas du tout. Jimmy, tu le retrouves à la fin. Et en fait, en gros, comme son père lui avait offert sa croix de pasteur, tu retrouves la même croix de pasteur à l'envers, en forme satanique, pour le coup, et on va en parler dans le deuxième film, mais, ouais, il y a justement en fait en gros à nouveau cette idée de tromperie. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Malgré le fait que cette scène m'avait littéralement sur du bon gros punk hardcore en plus, ça m'a fait délirer sur du bon gros punk hardcore, c'était l'éclat total. Mais dans le principe, malgré le fait que la scène en question m'a vraiment donné un goût amer parce que justement comme je l'expliquais, j'avais envie d'en voir plus. Dans l'idée, j'ai trouvé justement cette idée d'essayer de donner en fait entre grosses guillemets des pistes aux spectateurs et en même temps hop là de le rouler dans la farine. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée et une très bonne justement un très bon moyen en fait justement d'essayer de surprendre. C'est-à-dire qu'on arrive à te surprendre sans forcément justement te balancer des twists de ouf gueudin et tout blablabla blablabla. Et après justement la scène dont j'ai parlé en zone spoiler, donc la scène de Memento Mori, je pense sincèrement que ouais, un peu de punk hardcore et un peu de fun on en a légèrement besoin, même si ça se termine sur un cliffhanger. Maintenant parlons un petit peu réalisation. Le film a été tourné, si je ne dis pas de bêtises, à l'iPhone. Alors dans le principe, je ne comprenais pas pourquoi, dans le sens où pourquoi Danny Boyle en fait volontairement réaliserait un film à l'iPhone alors que pour le coup des caméras actuelles ou des caméras avec un peu plus de budget que tu peux mettre dedans en fait en gros font un bien meilleur travail. En fait en gros c'est un hommage à 28 jours plus tard, donc l'original, qui était tourné avec des caméras en fait des caméscopes maison, des caméscopes grand public 480p. Et en fait, l'intention derrière, dans le premier film, était de dire « Eh les mecs, ça pourrait être un docu-fiction, en fait, quand tu regardes bien. » Filmé par, justement, un personnage tiers, et un petit peu à un des films de Romero qui est tourné complètement en fan footage, et en fait, dont nous serions, justement, les personnages pervers qui filment l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la nécessité de filmer avec une image dégueulasse, avec un caméscope familial, entre grosses guillemets, était artistiquement justifiable. Et donc, par extension, pour le coup, je pense qu'il a essayé de refaire la même chose, mais avec, justement, les technologies actuelles. Technologies qui se passent, moins de 28 ans plus tard, mais dans le principe avec des iPhones. Et par extension, en fait, justement, il a filmé ça à l'iPhone, mais il a pas filmé ça à l'iPhone comme tout en soirée avec 2 grammes, hein. C'est-à-dire, non. Le mec a filmé ça propre avec des vrais trucs pour stabiliser l'image et tout le bordel. Et surtout, ils nous ont refait une Matrix. Le bullet time de Matrix, il avait été fait avec 15 000 appareils photo, en fait, en gros, sur une plateforme, sur une armature, en fait, en gros, qui prenait une photo en mode, un appareil prend une photo, l'autre appareil prend une photo, l'autre appareil prend une photo, dans un délai, en fait, en mode clac, 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 clac. Je saurais pas comment le définir autrement et j'ai pas envie là tout de suite. Et donc, résultat des courses, en fait, en gros, ça donnait justement cet effet de whoosh autour, en fait, justement, d'un point, en fait, en gros, avec la caméra. Il a plus ou moins, en fait, fait la même chose sur certains plans. Et il l'a fait à l'iPhone. Et en fait, pour le coup, il n'a absolument pas caché cette idée. Il a même limite rajouté cette espèce de bruit dégueulasse d'appareil photo, le clac 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 comment ça s'appelle, d'objectif qui clic clic. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça casse totalement l'immersion, la suspension consentie d'incrédulité, c'est-à-dire le fait que t'as débranché ton cerveau et que tu acceptes littéralement ce qui se passe à l'écran comme une vérité, et donc que tu t'immerges à 100% dans le film. Ces plans cassent tout. Et pourtant, je leur pardonne parce que ces plans sont incroyables. Faut dire la vérité. Ils dénotent complètement. Ils sont complètement cons, mais visuellement, ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Il y a un esthétisme de dingue là-dedans. Ça fait plaisir parce que justement, le film se sort un minimum les dos du cul pour en fait justement proposer quelque chose. Ça n'a rien à voir. C'est totalement hors sujet. Il n'y a pas de véritable raison au pourquoi du comment. Mais putain, ce que ces plans, ils sont dingues. Pareil pour les plans en fait en gros pendant le moment, pendant la scène Memento Mori. Qui littéralement il va déformer les scopes, il va jouer avec les clés, avec les sources de lumière et tout le bordel. Il va exploiter au maximum justement à quel point l'iPhone n'a pas justement en fait un rendu professionnel pour jouer avec les images, pour rendre une scène totalement surréaliste, jouer avec les couleurs, avec ce genre de choses, et ça donne une beauté dans l'image qui est absolument génial. J'ai pas d'autres mots en fait. En gros, c'est compliqué d'exprimer en fait justement à quel point ces plans sont splendides, sans trop spoil et sans trop justement vous dire, vous les montrer. Mais je trouve justement les images vraiment
génial dans le film. Donc je pense que là on a fait à peu près le tour, on va donc pouvoir passer justement à la seconde partie, 28 ans plus tard, partie 2 de Bone Temple. Alors, en un mot commençant, il manque des choses en fait. Donc 28 ans plus tard de Bone Temple, réalisé par Nia DaCosta et scénarisé à nouveau par Alex Garland. Alors, on se replace instantanément en fait justement au moment où Spike a été récupéré par la bande de Jimmy. Jimmy donc qui est joué par Jack O'Connell, que j'ai personnellement découvert dans le film Sinners, que je vous recommande, qui est un très très bon film. J'aurai peut-être l'occasion de faire un petit vlog dessus vite fait parce que je me vois pas vraiment faire un gros AV ciné dessus, mais dans l'absolu, Spike, qui est toujours joué par Alfie Williams, va être chopé par la bande de Jimmy. Donc en gros, c'est une espèce de secte satanique qui s'appellent tous Jimmy, qui portent tous des perruques en fait pour ressembler à Jimmy, et dans l'absolu en fait en gros, Jimmy est persuadé d'entendre la voix de Satan qui lui parle, et le force à faire de très mauvaises choses. Spike va, par concours de circonstances en fait, devoir se retrouver dans un 1v1 garde du Nord pour rester en vie. Il arrive à buter le gars, et donc ils le prennent bon gré mal gré dans leur bande. Ce qui fait que ils vont en fait justement commettre de meurtres, de tortures, bref, ils vont se comporter comme les pires des salopards. Spike va justement en fait en gros se retrouver au milieu de ça, être forcé à faire des choses qu'il n'a pas fondamentalement envie de faire et essayer tant bien que mal de s'en sortir. Bref, c'est la giga merde pour lui. Et en fait, par concours de circonstances, ils vont tomber sur le Bone Temple. Traduction, ils vont tomber sur le docteur Kelson. Et en fait, pendant ces moments-là, le docteur Kelson, il a une espèce de bromance avec un alpha qu'on a rencontré dans le premier film. Donc l'alpha justement, en fait, en gros, l'alpha dont je parlais un petit peu avant, l'alpha qui est méga balèze et qui, justement, en fait, en gros, fait quelques allers-retours, en fait, justement, à chasser un petit peu nos protagonistes, qui répond au nom de Samson, tel le petit nom que lui a donné le docteur Kelson, pardon. Je suis désolé, hein, mais Kelson, le personnage de Scrubs, je vais m'y paumer un coup de temps en temps, je suis désolé, mais voilà. Et en fait, dans le principe, il a découvert justement que potentiellement, avec un bon gros cocktail de drogue ultra lourd, il y avait moyen justement de commencer à ramener les infectés à la raison. Déjà, ça c'est l'un des premiers problèmes du film, avec justement les Jimmy, mais on va y revenir, hein, bien évidemment. Et plus t'avances en fait en gros, plus Kelson qui en fait a l'habitude de justement se peinturlurer en fait en gros pour éviter, pour essayer de repousser les microbes de l'infection. Je rappelle, le mec est médecin, donc en gros il a une espèce de système de fortune en fait justement pour éviter que, vu qu'il manipule des cadavres de contaminés pour en faire pour son monument aux morts, il a justement ce truc. Et en fait en gros les Jimmy vont tomber dessus. Et les Jimmy vont instantanément penser qu'il s'agit du diable, puisque dans le principe, la peau rouge, dans un espèce de temple, comment ça s'appelle, fait en os humain et tout le bordel à la gloire de Satan, il y a un truc. Et donc en gros, quand ils vont rencontrer justement ce docteur Kelson qui vont prendre pour le diable, il va se passer des choses. Voilà donc pour le pitch de base. Alors, principalement, qu'est-ce que j'ai pensé de Bone Temple ? C'était bien, mais c'était pas ouf. Nia DaCosta a, je dirais, fondamentalement filmé en fait de manière académique. C'est-à-dire que t'as beaucoup de moments où les personnages en fait en gros, principalement je pense à Samson qui prend un bon gros cocktail de drogue de taré en fait pendant la moitié du film. Il a justement en fait des trips, des bad trips. Et en fait en gros il commence à retrouver justement les sensations de ce qu'est être un humain. C'est-à-dire, en fait, en gros, les sensations de je sens, j'entends la nature, les gazouillis des oiseaux, le vent dans les dans les feuilles, ce genre de choses ou quoi que ce soit, le bruit des branches qui craquent sous mes pieds, ce genre de choses. Pour nous, c'est complètement anodin, mais pour quelqu'un qui entend littéralement des hurlements en boucle dans sa tête, en gros, ça doit faire l'effet, littéralement, de prendre une bouteille de morphine directement dans les veines, et une bouteille d'1,5 litre, hein. Parce que, objectivement parlant, si vous avez des acouphènes, je pense que vous savez à quel point, justement, le silence est votre pire ennemi. Donc, quand t'as des acouphènes et que d'un coup, en fait, le bruit strident s'arrête, je crois que t'as un orgasme, t'es au paradis, lui, c'est pareil. Coucou, c'est le Belmont du montage, et au dérochage, je me suis aperçu que j'avais complètement oublié de parler d'un truc qui, à mon sens, est un défaut majeur du film, c'est que Samson finit par être guéri, justement. Le problème, c'est que si tu arrives, justement, à soigner une infection par rapport à laquelle des scientifiques se pètent la nouille depuis 28 ans à essayer de la soigner dans le trou du cul de l'humanité,
l'humanité, et ce, avec juste une énorme poignée mélangée ensemble d'analgésiques, j'avoue que c'est légèrement, voire totalement complaisant de la part du film. Ça fait un petit peu... ta gueule, c'est scientifique. Et ça m'a quand même pas mal saoulé. Et en fait, justement, Dacosta va pas énormément jouer là-dessus. Il y a pas, en fait, de moments visuellement marquants, même en termes de comparatif. Le film va poursuivre justement cette idée de comparaison de mal alpha. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, pour le coup, dans le principe, le questionnement du mal alpha est un questionnement de leadership. Principalement, en fait, en gros, dans le premier film d'avant, nous avions vu justement le père de Spike, Jamie. Bref, donc Lannister avait justement cette espèce d'aura, en fait, en gros, de chef de village. Parce que il était le chasseur, il était, entre grosses guillemets, la star. Bref, il était le leader de cette communauté. Là, pour le coup, en fait, on va mettre en opposition deux leaders. Un leader négatif et un leader positif. Qui est le leader négatif ? Bien évidemment, je ne vous fais pas de dessin, c'est Jaime, qui pousse, en fait, justement, sa petite troupe à être sadique, à être violent, à commettre des actes de torture sur des gens qui n'ont strictement rien demandé. Bref, Jaime est un connard. Je supporte pas le personnage, je vais être très franc avec vous. C'est le genre de salaud où tu attends pendant 2 heures qu'il lui arrive quelque chose de mal. Et spoiler, ouais, quand ce genre de personnage prend sa justice dans la gueule, putain, ça fait du pire. Bref. Et donc, par extension, dans ce principe-là, qui serait justement ce leader positif ? On pourrait penser que c'est Spike, puisque techniquement parlant, c'est lui le personnage principal du film d'avant. Bah encore une fois, non. Et c'est là où je salue justement l'écriture d'Alex Garland, qui a continué sur son idée d'essayer de rouler en fait justement les gens dans la farine. C'est que cette fois-ci, ce ne sera pas du tout Spike, mais ce sera en réalité Samson, l'alpha qu'on a vu dans le film d'avant. Bah oui, dans le principe, il est en fait justement cet alpha de sa petite communauté justement d'infectés. Et donc par extension, Samson représente lui aussi un leader. Bref, je sais pas du tout si je pourrais parler du film sans le spoiler. Donc je suis désolé d'avance en fait en gros s'il y a pas de vrai indicateur de spoiler, mais en fait en gros bah là pour le coup ça va beaucoup être moins structuré en fait justement que dans le premier film, parce que le premier film justement suivait un petit comment je peux dire ça, un développement qui était entre grosses guillemets linéaire. Comme le film est bon et qu'il y a très peu de mauvaises parties au film en fait en gros, excepté bien évidemment d'autres trucs que j'ai pas forcément cités parce que je pense que c'est plus ou moins de mon ressenti personnel ou anecdotique, et que voilà, là pour le coup en fait en gros les problèmes du film, ils vont crescendo, en fait, entre grosses guillemets. C'est-à-dire que si je veux développer justement un point négatif, il va falloir que je parle du scénario, et si je dois parler du scénario, en fait, en gros, je vais devoir spoil. Vous comprenez ce que je veux dire ? Super, génial, formidable, allez hop, on est parti. Donc dans le principe, en fait, ce qui va pas fondamentalement dans le film, c'est que le film manque principalement d'esthétisme. C'est-à-dire que là où justement, il y avait beaucoup trop d'esthétisme inutile, en fait, justement, dans le film d'avant, mais qui était fondamentalement bienvenu, j'aurais justement aimé revoir un petit peu de cet esthétisme inutile. Et surtout, il manque, à mon sens, le b.a.-ba de la mise en scène. Là, pour le coup, tu sens que Dacosta a été beaucoup plus prudent, a été beaucoup plus académique. Il a pas voulu, fondamentalement, je pense, risquer de tenter des choses. Ce qui est tout à son honneur, parce que la prudence est mère de sûreté. Mais d'un autre côté, tenter des trucs, ça fait du bien aussi. Mais, s'il y a bien un truc que Richard, au pays des livres, m'a appris, c'est que à un moment... comment dire, à trop avoir peur, tu passes à côté de ta vie, tu vois ce que je veux dire. Donc résultat, bah en fait en gros, il y a manqué d'esthétisme et manqué du b.a.-ba. En fait en gros, comme je l'expliquais, on va avoir justement cette opposition de leadership. D'un côté, nous avons Samson en fait en gros qui est suivi parce qu'il représente justement tout ce dont sa petite communauté d'infectés a besoin pour survivre. Ce qui fait qu'au moment où en fait Samson redevient entre grosses guillemets humain grâce à tout le cocktail de drogue de taré en fait en gros que lui a injecté Kelson, et ben le premier réflexe de tous les infectés qui sont autour de lui, c'est de le mordre, non pas pour le dévorer ou pour le tuer, mais pour essayer de l'infecter à nouveau, parce qu'ils savent parfaitement que sans leur alpha, sans leur leader, ils vont mourir. De l'autre côté, Jimmy, lui, force entre grosses guillemets, c'est comment ça s'appelle, c'est Jimmy, parce qu'ils les appellent tous Jimmy, ce qui est hyper chiant, je vous jure, franchement c'est casse-couille, parce que quand tu fais le résumé du film ou que t'en parles, la moitié des gens comprennent rien du tout, mais en gros, Jimmy force sa secte de Jimmy à justement lui obéir au doigt et à l'œil, mais ne fait rien en fait pendant tout le film. Il ne se salit jamais les mains, il ne fait que pousser les autres à la haine, à la violence et au sadisme, mais en fait à aucun putain de moment tu le vois se salir les mains. C'est un leader politique entre grosses guillemets.
il va pousser les autres à faire quelque chose, mais à aucun moment il va se salir les mains. Ce qui fait qu'en gros, on a deux visions justement en fait du leadership. D'un côté, celui qui agit pour sa communauté, et donc qui est suivi par cette dite communauté parce que ils ont plus de chances de survivre avec lui. D'autre côté, ceux qui ont peur justement de leur leader, ceux qui ont peur en fait justement d'aller en contre-courant du groupe, parce que l'emprise en fait de l'un est tellement forte sur le groupe qu'ils n'ont même plus peur en fait du leader en lui-même. Ils ont peur en fait justement de l'influence qu'il exerce sur le groupe et de ce que ce dit groupe leur fera s'ils vont à l'encontre de ses décisions. Exemple tout bête, un peuple qui par exemple n'aurait plus envie de manifester parce qu'ils ont peur de prendre des tirs de LBD à travers la gueule en fait de la part du gouvernement. Il n'y a aucun message caché. Et en fait, Jimmy, au fur et à mesure du film, finit par s'apercevoir qu'il commence à perdre un petit peu son emprise sur ses druggies, en fait, sur ses hommes. Donc il profite justement d'avoir le docteur Kelson sous la main pour lui proposer un deal. Mes hommes pensent que tu es... Enfin, ma petite secte pense que tu es Satan. Moi, je suis censé être le fils de Satan. Vas-y, on fait un truc. On leur fait un petit show où, en fait, en gros, tu leur dis que mes commandements sont absolus et que je dois dominer le monde et tout, blablabla, parce que, oui, le mec a une ambition démesurée, bien évidemment, parce que c'est un connard. En échange, j'évite de réorganiser tes organes internes dans un ordre aléatoire. Le gars accepte, parce qu'il sait parfaitement que sinon il va y rester, et donc, cette opposition, en fait, justement, entre ces deux leaderships, va se répercuter avec le personnage de Kelso qui est au milieu et tout le bordel. Et donc, comme je l'expliquais, cette opposition de leadership, en fait, va avoir un truc qui est très fun, entre grosses guillemets, c'est que techniquement parlant, en fait, en gros, les deux personnages sont censés se répondre, justement. Les deux personnages sont censés s'opposer. Là où Samson retrouve son humanité, Jimmy, en fait, entre grosses guillemets, fait tout pour la perdre. Parce que justement ça renforce son leadership, et surtout parce qu'il fait des choses qui le contraint entre gros guillemets à perdre son humanité. On avait déjà justement vu en fait de quoi il était capable dans le premier film. Alors dans le premier film nous avions déjà vu justement que pendant la chasse en fait en gros de Spike et de son père, ils étaient tombés sur un type avec le mot Jimmy découpé en fait à la lame de rasoir en fait sur le corps. Résultat des courses en fait en gros, quand justement le personnage de Spike découvre ce Jimmy en fin de film, on commence à flipper légèrement. Autre petit truc qui appuie mon propos, c'est que Jimmy laisse les corps scarifiés à l'image d'un peu des totems, exactement comme le fait Samson quand il arrache justement la tête de ses proies pour les accrocher aux arbres, histoire de dire « ici c'est chez moi ». Malheureusement, en fait, en gros, elle n'est pas visible à l'écran. Il y a beaucoup de dialogues où Jimmy explique qu'il entend des voix. Il est persuadé que ce sont les voix de Satan qui lui parlent. Personnellement, je pense qu'il a subi un traumatisme en voyant son père être dévoré vivant, et donc par extension, je pense que Jimmy est atteint d'un trouble dissociatif de l'identité, ou en tout cas qu'il est schizophrénique, à tendance possiblement paranoïaque, ou un délire du genre. Après, je suis pas psy, je suis pas là pour diagnostiquer un personnage fictif, je dis ça en mode, ta gueule, c'est une justification qui peut être plausible. Mais en fait, à aucun moment, justement, là où Samson, tu le vois physiquement, tu es dans sa tête, parce que la réalisation te le montre et tu entends des voix, il y a rien de ce côté-là au niveau de Jimmy, et c'est justement dommage. Parce qu'en fait, en gros, comme les deux symbolisent l'alpha, il y a cette opposition. Et ça aurait été hyper intéressant, en fait, justement, de pousser le délire Jimmy entend vraiment des voix. Mais Jimmy entend des voix parce qu'il est starbé, en fait, en gros, parce qu'il a un pet au casque. Résultat des courses, en fait, en gros, ça l'aurait rapproché, justement, de Samson, qui lui entend des voix parce qu'il est infecté par une maladie. Mais là où, en fait, justement, Samson, toute la quête du personnage, c'est de retrouver son humanité, et ben, en fait, justement, il y a cette opposition avec Jimmy qui cherche à perdre, justement, cette humanité. Et on n'a pas ça. Il y a des plans qui auraient pu se répondre, en fait, avec d'un côté, en fait, justement, quand Samson, justement, n'entend plus les voix, on aurait dû mettre en opposition Jimmy qui, lui, les entend, en fait, en gros. Et c'est là où je dis que le film manque du b.a.-ba de réalisation, en fait, en gros, c'est que quand tu veux créer, justement, un lien entre les personnages, faut le montrer à l'image, encore une fois. Et en fait, on n'a pas ça, justement, dans le film, parce que le film manque malheureusement en fait de prise de risque et d'esthétisme. Pareil en fait justement pour les scènes entre grosses guillemets de sadisme et de torture, je trouve en fait qu'elles sont brutales et frontales, ce qui marche. Moi ça m'a personnellement mis mal à l'aise parce que ça faisait justement très longtemps que j'avais pas eu l'occasion d'être gratuitement entre grosses guillemets confronté à ça, mais dans l'absolu, bah en fait c'est juste des scènes gore et glauque avec un petit peu d'autocensure quand même un minimum parce qu'il faudrait pas non plus trop en montrer,
mais en fait, il n'y a pas de jeu pervers, il n'y a pas de, ou en tout cas de vrais gros jeux pervers et sadiques, ou de sadisme que je qualifierais d'abominable. T'en es pas non plus au niveau d'un Hostel ou d'un Martyr, vous voyez ce que je veux dire? Et je dis pas que je voulais voir ça. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'intéressant pour parler un petit peu de ce qu'il y a de bien dans le film? Il y a de très très bons plans, il y a de très bons moments. Il y a une idée dans la DA que j'ai adoré, par exemple, c'est le principe de masque. C'est-à-dire qu'au moment où, en fait, justement, les Jimmy vont faire quelque chose d'abominable, ils mettent un masque, en fait, en gros. Et j'aime beaucoup cette idée-là, en fait, en gros, parce que je pense sincèrement qu'il y avait cette idée, justement, qui se raccorde, en fait, avec déjà la DA du premier film. Rien que dans la bande-annonce, on voyait des enfants, justement, avec des masques un peu difformes, un peu étranges. Là, on a la même chose, parce qu'il faut dire la vérité, les Jimmy sont des gamins qui, en fait, en gros, se retrouvent embrigadés dans une secte, justement. En fait, en gros, le principe de mettre un masque pour couvrir, justement, en fait, en gros, je dirais pas leur visage, leur innocence, mais pour, en fait, partir du principe que c'est un autre qu'eux, en fait, qui commet ces atrocités. C'était bien, sauf qu'ils vont aussi commettre des atrocités à visage découvert. Ce qui fait que le résultat des courses, en fait, cette imagerie se casse très vite la gueule, malheureusement. Mais l'idée était bien partie, entre grosses guillemets, on échappe justement à nos responsabilités parce qu'on porte un masque. Et donc, traduction, c'est pas nous. Ralph Fiennes qui est dingue dans ce film, mon dieu! Le mec cabotine, le mec s'amuse, le mec s'éclate, la scène Iron Maiden, moi qui suis un bon fan du groupe Iron Maiden, je déconne pas, et je dois avouer que c'est une des scènes que j'ai trouvé les plus cool du film parce qu'elle est totalement barrée, elle dénote complètement avec le film, et justement, malheureusement, elle manque d'une déformation d'image, d'une déformation de cadre, d'une déformation de lumière, de tout en fait, en gros, de littéralement bonjour, vous êtes dans un trip sous acide, vas-y, on coupe le câble des freins et on y va à fond, quoi. Il manque justement ça. La scène est très cool, mais elle manque à ça d'être incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? On a à boire et à manger, mais le problème c'est qu'on n'a pas non plus un repas 5 étoiles, et c'est ça qui est dommage. Je pense que si le film avait volontairement justement décidé d'y aller beaucoup plus dans l'esthétisme, beaucoup plus dans les déformations et beaucoup plus dans la narration par l'image, et on aurait eu encore une fois non seulement encore une fois on aurait eu une très bonne suite, mais en plus de ça on aurait eu un très bon film. Ça me fait chier en fait, 2 films que je fais sur 2 vlogs, et malheureusement on en revient au même problème dans les suites. Le film en fait en gros a toutes les qualités d'écriture du film précédent, même si il a pas les qualités de réalisation du film précédent, principalement, c'est ça le plus gros problème, je vous dirais. Un truc très intéressant, par exemple, dans la continuité, justement, de l'idée du mal alpha, par exemple, la scène, justement, de fin, où Jimmy voit Samson et le voit, en fait, en gros, je spoilerai pas la scène plus que ça, il y a une rencontre entre les deux personnages, entre les deux, justement, leaders, et où, en fait, en gros, Jimmy va voir Samson comme étant Satan en personne. Tu vois, en fait, en gros, ce putain de Samson qui a une peau en écaille, avec des cornes et des machins et tout le bordel. Et en fait, en gros, j'aurais voulu voir ça sur beaucoup de scènes du film, les déformations justement liées à la drogue, ou justement liées à un cerveau qui est malade. Ça aurait pu être extrêmement intéressant. Et en fait, j'ai adoré justement cette scène parce qu'elle met justement en avant le paradoxe, en fait, en gros, des leaders. Samson est un leader, malgré lui, les autres infectés le suivent pour leur survie. Jimmy, en fait, du moment où il perd ses Jimmys, ses Droogies, c'est sa secte, il est tout seul, et en fait, en gros, il appelle sa maman, en fait, quand il voit, justement, un vrai mal alpha. Un vrai leader, un vrai homme, entre grosses guillemets, appelez-le comme vous voulez. J'aime pas, en fait, dire cette idée-là à voix haute, parce que je la trouve ridicule, parce que je crois pas dans le mythe du mal alpha, et je trouve, justement, les discours, en fait, qui sont faits par rapport à ça, comme étant con, comme la lune. Mais, dans l'absolu, quand Jimmy, justement, oui, voit pour la première fois ce mal, entre grosses guillemets, ce mal, M-A-L, le mec voit Satan en personne, je rappelle. Mais en fait, quand il voit justement ce qu'incarne pleinement le leader, et non pas, en fait, justement ce que lui essaye tant bien que mal d'incarner, parce que il est pathétique, en fait, justement, dans son incarnation. C'est un leader qui a besoin, en fait, justement, des autres. C'est un wannabe leader. C'est je veux être le leader. Je veux être le roi, un petit peu. Voyez-le littéralement comme Geoffrey Baratheon. C'est-à-dire que le personnage, en fait, veut être le leader pour être le leader, pour avoir une emprise, pour avoir un pouvoir sur les autres. Mais dans l'absolu, en fait, en gros, il n'incarne pas ce qu'est être un leader. C'est le fait que les autres, en fait, ont besoin de se reposer sur toi pour leur survie, ce qu'incarne clairement Samson. Et donc, à la seconde où ils se rencontrent, sa première réaction, c'est d'appeler sa maman. Ce qui fait que tout le mythe du puissant Jimmy qui commet des monstruosités et tout s'effondre d'un coup. Je pense sincèrement
Quand on a un personnage, en fait, en gros, qui est une brute, un bullies, je pense qu'il n'y a pas de pire humiliation pour un mec comme lui, comme ce qu'incarne son personnage. C'est ce genre de type, en fait, en gros, qui aime être sadique, aime être méchant, qui a une emprise sur les autres, et qui ne se salit jamais les mains, bref, une pourriture de première catégorie. Je pense qu'il n'y a pas pire justice à rendre à ce genre de personne que l'humiliation. Effriter, en fait, justement, tout ce qu'il représente et tout le mythe qu'ils se sont forgés autour d'eux pour justement imposer leur volonté aux autres et justement, en fait, passer pour les plus forts, qu'en montrant à quel point ils sont faibles. Il n'y a pas pire, en fait, justement, punition que pour ces gens, en fait, en gros, que d'être obligé d'être humilié. Ce genre de personnage, par exemple, je pense à Joffrey Baratheon. Joffrey Baratheon, on l'a empoisonné, sa mort est horrible et pathétique, et elle est très satisfaisante, justement. Mais pour moi, elle a cette conséquence, en fait, dans la narration, qui est très bonne, de parler, en fait, justement, de plus, en fait, en gros, la mort de Joffrey, elle finit par devenir anecdotique, parce que même si tous les spectateurs la voulaient, au sein même de la narration, elle n'est qu'un prétexte à faire avancer le récit. Vous voyez ce que je veux dire ? Il manque, en fait, entre grosses guillemets, cette humiliation. La mort de Tywin, par contre, elle est ultra satisfaisante parce que Tywin Lannister est le bully ultime. Ce type est un enfoiré avec tout le monde. Mais il est mort sur les chiottes. Il y a pas pire humiliation pour ce qu'il a fait subir à sa famille, à ses proches et aux autres personnages. Et surtout, on se rappelle tous des Noces Pourpres. Personnellement, la femme de Robb Stark, je m'en remettrai jamais. Mais dans le principe, on en est là, vous voyez ce que je veux dire. On a besoin justement de cette humiliation pour replacer les bullies, pour replacer les harceleurs à leur place. Le film, grosso merdo, c'est du 50-50. Et je spoilerai pas la dernière scène du film, ça tease bien pour le prochain film. Mais j'espère encore une fois, justement, que l'écriture sera au rendez-vous, sinon il va y avoir un petit pépin, en fait, en gros, pour le 10 prochains films. Parce que sinon, on va se retrouver avec, en fait, tout ce qui aurait pu faire justement le sel du film, qui va être remplacé par du bon gros poivre convenu et mal écrit. Je ne sais pas si je suis clair avec mes métaphores de sel et de poivre, mais en tout cas, j'essaye le plus possible d'éviter le spoil, ce qui est très compliqué. Bref. Sur ces mots, je pense que je vais terminer le vlog, parce qu'il a duré depuis un peu trop longtemps, et je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Sur ce, vous connaissez la chanson, abonnement, partage, pouce bleu, la cloche. Si vous avez des films en particulier, ou des séries, ou même des animés que vous avez envie que je review, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je serais ravi de pouvoir découvrir des œuvres que je n'ai pas eu l'occasion de voir, ou même de redécouvrir des films et des séries, ou même des mangas que j'ai pas vu depuis une paire de temps et auquel je pourrais en parler. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Salut et les bisous.